Bonjour à tout le monde. Merci de vous joindre à nous encore à ce midi conservation organisé par le réseau de milieux naturels protégés. Donc, pour ceux et celles dont c'est la première participation à l'un de nos webinaires, vous allez voir que c'est impossible pour vous soit d'ouvrir votre micro ou votre caméra. Donc, si vous voulez poser des questions au long de la présentation, vous pouvez les inscrire dans la boîte questions et réponses, donc c'est Q et R. Donc, vous pouvez mettre vos questions à cet endroit-là et je vais m'occuper de les poser à notre invité aujourd'hui à la fin de sa présentation seulement. On va réserver une période de 10 à 15 minutes pour les questions. Avant de présenter notre invité aujourd'hui, j'aimerais juste souligner que le webinaire est réalisé dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique. L'initiative regroupe plusieurs organisations qui s'activent dans les régions du Québec pour maintenir la connectivité et trouver des solutions pour les traverses phoniques, entre autres. On vous invite à aller visiter le site web Connectivité écologique, que je vais vous partager le lien dans la boîte chat, afin d'en apprendre plus sur le projet et sur ses maîtres d'œuvre. Donc, on vous invite vraiment à ne pas hésiter à entrer en contact avec les organisations qui sont actives sur votre territoire pour en apprendre plus sur les activités en cours, les activités passées, et en savoir un peu plus sur l'initiative. Donc, maintenant, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Valérie Bolduc qui va nous parler d'écologie routière. Donc, rapidement, Valérie Bolduc est une étudiante à la maîtrise en écologie routière à l'Université Concordia. Son projet de maîtrise se fait en partenariat avec Éco-Corridor Laurentien, ECL, partenaire de l'initiative québécoise du corridor écologique que je présentais un peu plus tôt. Pour SCL, ce projet représente une première en écologie routière dans les Laurentides, avec une acquisition importante de données fauniques sur le terrain et s'inscrit dans la vision de l'organisme d'améliorer les passages fauniques. Durant son baccalauréat en sciences de l'environnement à l'Université Concordia, Valérie a découvert le domaine de l'écologie routière. Elle s'est alors spécialisée en structure de passage et en mammifères grâce au projet réalisé sous l'autoroute 10 avec Corridor Appalaché. Donc, sans plus tarder, je te laisse maintenant la parole, Valérie. Donc, merci à tous d'être venus ici. Puis, je vais commencer avec ma présentation. Je vais faire un beau partage d'écran. Donc, pour ma présentation, l'écologie routière, comment les routes impactent la faune et que faisons-nous au Québec pour y pallier? Ici, je vous montre d'abord une belle image qui représente c'est quoi l'écologie routière. Donc, une voiture, malheureusement, un raton laveur mort sur le côté des routes. Puis pour la présentation, ben, je vais commencer par vous dire c'est quoi exactement l'écologie routière. Ensuite, quelques détails sur moi qu'on vient de mentionner, mais en, en retour pour vous donner une idée de comment j'ai construit la présentation. Ensuite, on a trois grandes parties. Donc, on va voir les impacts des routes sur la faune, les mesures de mitigation et les projets québécois de mitigation. Donc, c'est quoi l'écologie routière? L'écologie routière, c'est la science des impacts des routes sur l'écologie. On parle ici des plantes et de la faune. Ça peut être des impacts négatifs ou positifs. Puis pour aujourd'hui, pour la présentation, on va se concentrer sur les impacts négatifs parce que c'est eux qu'on essaie de limiter et les impacts sur la faune. Donc, comme on vient de le dire, je suis étudiante, je suis maintenant en deuxième année de maîtrise. Ça fait 3 années que je suis dans le domaine de l'écologie routière, donc j'espère que j'ai quand même acquis quelques connaissances dans ce temps-là. Puis, je suis supervisée par Dr. Johan Yeager de l'Université Concordia, qui lui est dans le domaine de l'écologie routière depuis les 20 dernières années. Mes spécialités, c'est les structures de passage existantes, qu'on va en parler plus tard, les mammifères, les cantons de l'Est et les Laurentides. Donc, beaucoup des choses que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va porter sur ces régions-là et les mammifères. Mais ça ne veut pas dire que l'écologie routière, ça n'impacte pas les autres espèces. C'est juste que c'est les espèces que je suis le plus familière avec, puis les régions que je suis le plus familière avec pour vous présenter aujourd'hui. Donc, ben, c'est ça pour ma maîtrise. Je travaille avec Éco-Corridor Laurentien dans les Laurentides, donc un organisme
conservation des milieux naturels dans les Laurentides. Durant mon baccalauréat, j'ai travaillé avec Corridor Appalachien, donc un peu un organisme similaire à Éco-Corridor Laurentien, mais cette fois-ci dans les cantons de l'Est. Puis, dans le fond, ces deux organismes-là travaillent avec mon professeur superviseur depuis plusieurs années pour l'écologie routière au Québec. Puis, ces deux organismes-là, ben, comme on l'a dit, font partie de l'initiative québécoise Corridor écologique. Puis, pour vous donner un peu plus d'informations sur Éco-Corridor Laurentien, ben, on a la phrase ici, donc relier le parc naturel national d'Oka au parc national de Mont-Tremblant par un réseau d'éco-corridors et d'aires protégées interconnectés. Donc, vraiment l'idée de relier tout le territoire des Laurentides au niveau écologique. Donc, pour la première partie, les impacts des routes sur la faune, j'aime bien la figure à droite qui vous montre vraiment le un peu comme globalement, c'est quoi les impacts des routes sur la faune de différentes manières. Puis, à travers la présentation, on va passer individuellement à travers chacun de ces impacts-là. Donc, pour vous donner quelques statistiques pour la mortalité routière, mais dans le fond, la mortalité routière, c'est vraiment l'impact qu'on voit le plus par rapport à l'écologie routière. Ben, tout le monde, tu sais, on conduit sur les routes, on voit des animaux morts. Donc, c'est souvent ça, de cette manière-là, qu'on peut comme conscientiser les gens, puis que les citoyens vont voir l'impact des routes sur la faune le plus facilement. Sur la planète, il y a plusieurs milliards d'animaux qui sont tués sur les routes annuellement. Au niveau des mammifères, on parle de quelques 29 millions de mammifères qui sont tués en Europe annuellement. Puis aux États-Unis, c'est près de 1 million de cerfs qui sont tués annuellement. Donc, ça vous donne quand même un ordre de grandeur de la quantité d'animaux qui sont tués annuellement sur les routes, qui est assez importante quand même. Au Québec, pour vous donner un peu plus d'informations locales, c'est ça, je vais vous parler beaucoup de l'autoroute 10, l'autoroute 15 aujourd'hui. Donc, sur l'autoroute 10, sur 75 km, annuellement, on a 89 cerfs de Virginie, 7 orignaux et 1,5 ours noir qui sont tués malheureusement. Puis, on a des chiffres aussi comparables sur l'autoroute 15 où il y a 50,7 accidents avec la grande faune par année. À droite, on a une carte qui montre les accidents avec la grande faune dans les Laurentides sur plusieurs années. Mais dans le fond, quand on fait la moyenne par année, ça donne donc 647 collisions avec les cerfs de Virginie annuellement dans les Laurentides. Donc, c'est vraiment un problème important. Puis, ben, ces chiffres-là, avant, étaient sur la grande faune, mais évidemment, la petite et la moyenne faune sont impactées aussi. Puis, une ancienne étude de mon professeur sur la route 175 durant 4 étés a révélé que 839 petits et moyens mammifères ont été tués sur ces 68 kilomètres de route-là durant ces 4 étés-là. La mortalité routière n'impacte pas toutes les espèces de manière égale. Donc, ce n'est pas nécessairement les espèces qui se font le plus frapper qui sont les espèces qui vivent le plus d'impact de la mortalité routière. Donc, les espèces les plus à risque sont les espèces avec des grands domaines vitaux. Ça, c'est des espèces qui vont devoir traverser beaucoup de routes dans leur domaine vital. Puis, on parle aussi d'espèces avec un faible taux de reproduction. Donc, c'est des espèces qui, si un animal meurt par la mortalité routière, il n'y aura pas nécessairement un bébé qui pourra remplacer cet animal-là dans le futur. Ces caractéristiques-là sont beaucoup associées aux carnivores. Puis, ben, dans le fond, ici à droite, on a une image des domaines vitaux de 10 loups de l'Est dans les Laurentides. Au milieu, c'est le parc national de Mont-Tremblant. Puis, dans le fond, tout autour, vous pouvez voir des infrastructures linéaires qui sont principalement des routes. Donc, bien qu'il y a des loups qui traversent les routes, ils se concentrent vraiment beaucoup dans des endroits où il y a très peu d'infrastructures linéaires. Donc, ça concentre un peu la population de loups là-bas.
Et ben, à cause que ça impacte majoritairement, ben pas majoritairement, mais ça impacte plus les, les carnivores, ben, ça peut réduire la prédation sur les proies parce qu'il y aura moins d'individus prédateurs pour venir tuer ensuite les proies. Puis, on pense que, dans le fond, le fait d'avoir moins de prédation, ça ben, aide les proies à avoir plus de population. Et donc, même si cette population-là meurt aussi par la mortalité routière, ben, dans le fond, la diminution de prédation ramène leur population vers la hausse. Donc, ça peut comme contrecarrer les effets de la mortalité routière pour certaines espèces. La mortalité routière, ça n'a pas juste des impacts sur la faune, ça a aussi des gros impacts au niveau financier pour la société. Ici, on parle d'impact aussi sur la santé humaine. Il y a des gens qui sont gravement blessés, il y a des gens qui meurent à cause des collisions avec la grande faune. Il y a des dommages aux véhicules, parfois des pertes totales de véhicules. On a d'autres coûts associés comme la gestion des carcasses. Donc, en faisant la moyenne de tous ces coûts-là, il y a une étude parue en 2018 au Québec qui a trouvé que chaque accident avec un cerf de Virginie coûte à la société 10 671 et chaque accident avec un ours ou un orignal, c'est près de 50 000 Donc, c'est quand même des coûts importants considérant les chiffres que je viens de vous donner sur le nombre de cerfs de Virginie qu'on tue par année au Québec avec nos véhicules. Puis, dans le fond, avec ces chiffres-là, en 2020, on a eu dans le fond, une estimation des coûts sur l'autoroute 15. Donc, sur 73 km de l'autoroute 15 dans les Laurentides, ça représente 595 000 associés à la mortalité routière avec la grande faune. Puis ce coût-là devrait être considéré comme un minimum. Maintenant, un autre côté, donc l'attirance sur les routes. Il y a des animaux qui vont être attirés par les routes par les carcasses qui, ben, dans le fond, ont des animaux morts. Donc, les charognards vont venir s'approvisionner là. Les routes aussi donnent des conditions particulières. Par exemple, l'asphalte va devenir beaucoup plus chaude que le milieu environnant. Donc, pour les espèces à sang froid, ça peut être attirant de se venir sur la route. Puis aussi, pour les petits mammifères, l'accotement qui a de la basse végétation peut être mieux que la forêt où il n'y a pas nécessairement cette basse végétation-là. Donc, parfois, il y a une concentration des proies sur les accotements, puis ce qui peut attirer les prédateurs ensuite, qui, eux, peuvent très bien traverser les routes et se faire frapper en essayant de les traverser pour atteindre la proie sur l'accotement de l'autre côté. Je vais vous parler du cas des porcs-épics maintenant. Donc, les porcs-épics sont attirés vers les routes par le sel. Puis, en moyenne, les porcs-épics ont seulement un enfant par année qui s'appelle le porc-upette. Puis, dans le fond, le mécanisme de défense naturelle des porcs-épics, c'est vraiment de se mettre en boule et de mettre leur comme piquant au loin. Donc, il n'y a pas nécessairement le mécanisme de fuite. Donc, s'enfuir des véhicules, c'est pas nécessairement leur priorité, ce qui fait qu'on pense qu'il y a vraiment un gros impact des routes sur les porcs-épics parce que ben, il y en a beaucoup qui se font tuer sur les routes et il n'y a pas nécessairement de manière de se reproduire pour compenser les individus qui sont morts sur les routes. Et évidemment, ils sont attirés sur les routes par le sel, donc c'est difficile à limiter les porcs-épics sur les routes sans mesure de mitigation. Les routes, c'est aussi un corridor de dispersion. Donc, je viens de vous parler de l'accotement. Ben, l'accotement, c'est des conditions particulières qui se passent là. Donc, il y a parfois, on parle d'espèces exotiques envahissantes qui vont s'établir là et se propager sur le territoire à l'aide des accotements. Il y a d'autres espèces aussi qui peuvent utiliser ces accotements-là justement pour se propager. J'ai parlé aussi d'augmentation de certaines espèces dans l'accotement et dans les routes. Au Québec, on a un cas particulier avec les loups et les caribous. Donc, dans le fond, les loups vont utiliser les routes forestières, là où, ben, dans le fond, les
arbres ont été coupés pour réussir à atteindre les caribous plus facilement. Donc, il y a une plus haute prédation dans les zones avec plus de routes forestières pour les caribous. Donc, c'est malheureux, mais ça change justement le mécanisme de prédation à cause des routes là-bas. On a aussi la perte de l'habitat pour la faune. Donc, dans le fond, quand on construit une route ou qu'on élargit une route, ben, il faut modifier l'habitat, évidemment. Quand on a sur la zone asphaltée, bien évidemment, c'est plus une zone végétale naturalisée. Quand on a une forêt, il faut nécessairement couper la forêt pour faire passer la route. Et souvent, on va aussi couper les arbres dans l'accotement pour des raisons de sécurité. Donc, ça vient vraiment modifier tout l'habitat. Puis, particulièrement pour les espèces qui sont forestières, ben, ça vient créer un vide, un espace où il n'y a plus de continuité dans la forêt. Donc, c'est difficile pour les espèces forestières de traverser. Donc, ici, on a le cas de la paruline azurée, qui est une espèce au Québec menacée, qui vit dans les forêts matures et qui, justement, est menacée par le fait qu'on ait des routes au Québec parce que c'est une espèce forestière qui a de la misère à se déplacer sans milieu connecté de forêt. Puis, la perte d'habitat, ça impacte aussi beaucoup les espèces avec des petits domaines vitaux parce que parfois, l'emprise de la route va être plus grande que le domaine vital ou va recouvrir complètement le domaine vital d'un animal qui se retrouve donc avec plus de domaine vital après ça. Ensuite, on a la dégradation de l'habitat. Donc, on a la pollution qui est reliée aux véhicules. Ça va vraiment dépendre du débit de véhicules. Donc, le smog, la vibration, le son, lumière, particules de pneus. On pense que le son, en fait, c'est l'impact le plus gros parce que c'est celui qui, on a l'impression, est ressenti le plus loin dans l'écosystème. Puis il y a d'autres effets aussi de dégradation de l'habitat qui dépendent pas du nombre de véhicules. Donc, on parle de changement de flux hydrologique et sédimentaire, la lumière des lampadaires, les particules de l'asphalte, différents trucs comme ça. Maintenant, pour la zone d'effet routier, donc dans le fond, c'est comme une zone qui englobe tous les endroits où il y a des impacts par la route. Donc, la somme de tout ce qu'on vient de voir juste avant. Puis, dans le fond, cette zone-là, ça va varier en fonction de l'espèce et des conditions locales, parce qu'il y a certaines espèces qui vont être plus sensibles aux effets routiers plus loin de la route, et il y a aussi certaines conditions locales qui vont pouvoir contenir les conditions de la route plus proches ou qui vont pouvoir les étaler plus loin. Puis, dans le fond, on arrive à avoir cette zone d'effet routier-là par la réduction de l'abondance de certaines espèces dans cette zone. Donc, on voit qu'il y a un impact au niveau de la quantité d'animaux, justement, près des routes. Puis la zone d'effet routier affecte disproportionnellement les grands mammifères à cause de leurs grands domaines vitaux. Donc, on parle d'une réduction de leur abondance jusqu'à 5 km des routes. Donc, ça fait quand même une ampleur assez large pour la zone d'effet routier. Et donc, cette zone-là a été calculée de recouvrir jusqu'à 20 des États-Unis, ce qui est quand même une quantité importante du pays. Pour l'effet barrière, dans le fond, l'effet barrière, ça montre, dans le fond, ça peut venir de manière physique ou comportementale. Donc, si c'est de manière physique, c'est que l'animal n'est pas physiquement capable de traverser la route. En bas, ici, on a des formes en béton. Puis souvent, ben, les animaux, quand ils vont pas voir ça, ils sont pas capables de traverser par-dessus. Puis, ils savent pas nécessairement que ça arrête éventuellement. Donc, ils ne peuvent pas nécessairement faire le tour. Donc, ils vont s'arrêter là, puis ils vont pas être capables de traverser la route. Il y a aussi la barrière comportementale. Donc ça, on voit qu'il n'y a pas vraiment de raison physique pour que l'animal ne soit pas capable de passer, comme la paruline arzurée plutôt, qui est capable de voler par-dessus une route. Mais il y a des raisons comportementales pourquoi l'animal ne voudrait pas traverser la route. Ça peut être la peur des véhicules, le fait qu'il y ait de la pollution, le manque d'habitat, donc différentes raisons qui font que l'animal ne veut pas traverser la route.
La fragmentation des habitats, dans le fond, c'est un peu comme la multiplication de l'effet de barrière. C'est qu'il y a un paysage qui va se faire découper par plein de routes, ben, ça crée des milieux beaucoup plus petits et une division du territoire. Donc, on perd les grands territoires naturels parce que justement, ils sont divisés en plein de petits morceaux. Ça fait des petites patches, dans le fond, qui sont un milieu d'habitat sans division à l'intérieur. Puis, donc, c'est ça, on perd les grands territoires naturels que beaucoup d'espèces ont besoin de pour vivre. À cause de ça, ça crée des populations isolées à l'intérieur des plus petites patches qui sont entourées de routes. Puis, cette diminution-là, ben, ces petits patchs-là, ils peuvent contenir une plus petite population, ce qui mène à des problèmes de diversité génétique. Si les individus ne sont pas capables de traverser les routes, ben, il n'y a pas vraiment d'échange génétique qui se produit sur le territoire. Ça va juste se produire avec les individus dans la patch, et donc ça peut être très limité. Et on a une augmentation du risque d'extinction locale parce que si les individus, dans le fond, il y a un événement d'extinction naturelle ou non naturelle, mais il y a potentiellement qu'il n'y aura pas de recolonisation de cette patch-là d'un autre milieu parce que les autres individus ne seront pas capables de passer par-dessus les routes. Puis, au niveau de la fragmentation des habitats, ben dans le fond, parfois, on peut calculer des seuils pour certaines espèces par-dessus lequel une certaine quantité de route va empêcher l'espèce de vivre dans ce milieu-là. Donc, pour les loups, ça a été calculé à 93,93 milles de route par 1000 carrés de milieu. Donc, dans le fond, au-dessus de ce seuil-là, on ne retrouve pas de loups sur le territoire. Puis je peux vous dire que dans le sud du Québec, on dépasse ce seuil-là. Donc, la connectivité écologique, grand thème de la journée. La route ici, ben, on la voit dans cette image-là, ça empêche les animaux de passer d'un noyau de conservation à un autre de l'autre côté de la route, ce qui est vraiment un grave problème pour la connectivité. Puis, ça empêche, ben, comme je vous dis, l'accès aux habitats, l'accès aux ressources, les partenaires de reproduction. Donc, justement, les routes, c'est vraiment un des gros facteurs de bris de connectivité écologique. Ici, j'ai une carte de l'urbanisation de la CMM. Je voulais vous montrer Ben, dans le fond, ici, c'est 1951, puis on passe à travers comme plusieurs dizaines d'années, puis ça finit en 2011. Ah, OK, je l'ai eu, c'est bon. Euh, Puis, dans le fond, ça vous montre comment le territoire de Montréal va s'urbaniser. Et dans le fond, ça aussi, ça implique de la fragmentation d'habitat et la construction des routes. Donc, on voit que le territoire est comme beaucoup plus foncé à la fin. Donc, à la fin, c'est vraiment qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures humaines sur le territoire qu'initialement. Et donc, perte de l'habitat, fragmentation de l'habitat, toutes ces choses-là, malheureusement. Puis ça, c'est l'exemple de Montréal, mais ça se passe un peu partout à travers la planète, ce cas-là. Ensuite, pour la survie des espèces, donc je vous ai parlé d'extinction locale plus tôt, mais on a aussi de l'extinction à cause de directement les impacts des routes. Donc, en combinant la perte d'habitat, la mortalité routière, la subdivision des populations, qui est la fragmentation de l'habitat, et l'évitement de la route, donc l'effet barrière, ben, on a une diminution totale des populations, ce qui peut diminuer la viabilité de la population et mener à son extinction locale ou totale. Donc, enfin, arrivé à la deuxième partie, on a donc dit plus de 40 types différents de mesures de mitigation qui existent un peu partout dans le monde. Puis, dans le fond, on mesure souvent l'efficacité des mesures de mitigation par la réduction du nombre de collisions phoniques. Mais, puis cette raison-là, c'est parce qu'on essaie d'améliorer la sécurité humaine, on essaie de diminuer les collisions avec les véhicules, on essaie de conserver la faune aussi. Mais c'est souvent que, dans le fond, on n'évalue pas non plus la connectivité écologique en diminuant le nombre de collisions phoniques parce que, comme je viens de vous dire, c'est pas nécessairement les animaux avec le plus de collisions qui sont le plus impactés par les routes. Donc, diminuer les collisions phoniques, oui, c'est bien, mais est-ce qu'on améliore aussi la connectivité écologique? C'est pas nécessairement garanti dans tous les cas. Puis les mesures
de mitigation sont souvent aussi déterminés par des contraintes budgétaires. Donc, c'est sûr que ça coûte entre quelques milliers à plusieurs millions de dollars. Il y en a pour tous les prix. Mais c'est ça, c'est vraiment, ça devrait être fait en fonction des espèces locales qu'on essaie de conserver. Donc, dans les mesures de mitigation que je vais vous présenter, je vais vous parler d'efficacité, de coûts et des avantages et des désavantages des mesures. Donc, en commençant avec les panneaux de signalisation, en fait, ça, on en voit absolument partout. Ça a un coût extrêmement bas, mais ça a une efficacité nulle. Il y a pas de collisions qui sont évitées à cause de ces panneaux-là. Honnêtement, je pense que la majorité des utilisateurs les ignorent. Puis c'est bien normal. Puis donc, c'est ça, c'est comme une mesure qui existe, mais qui sert à rien. Donc, c'est triste d'avoir mis notre argent là-dedans et pas dans d'autres mesures de mitigation à la place. Par contre, on a une diminution avec certains panneaux temporaires ou saisonniers. Donc, ça, c'est des panneaux qui vont s'allumer pendant des périodes particulières pour certaines espèces en général, ou des périodes qu'on connaît qui ont plus de collisions phoniques durant ces moments-là. Puis ça, les utilisateurs de la route ont tendance à plus y porter attention et ça a quand même une légère diminution sur les collisions routières de ces panneaux-là. Ensuite, le système de détection d'animaux. Donc, ça, je pense pas qu'on en a au Québec, mais il y en a un peu partout dans le monde. C'est pas super répandu non plus, mais dans le fond, c'est des panneaux qui vont détecter quand les animaux sont dans le milieu environnant ou proche de la route. Puis, ces panneaux-là vont s'allumer et comme prévenir les conducteurs qu'il y a probablement de la faune dans le milieu et qu'il y a une très grande chance que cette faune-là traverse la route. Donc, ça les rend plus vigilants et ça peut comme diminuer leur vitesse en même temps. Parce que c'est un système de détection d'animaux, ben, ça détecte beaucoup plus facilement les grands mammifères que des petits ou moyens animaux. Puis avec les grands mammifères, ben, ça réduit de 57% les collisions phoniques. Donc, c'est très efficace à ce niveau-là, mais justement, il n'y a pas vraiment d'aide pour les petites et moyennes espèces. Le coût, quand même, est élevé. Ça prend un certain entretien du système. Donc, c'est malheureux à cause de ça. Ensuite, on a le contrôle de population. Je vais redescendre ça ici. On va mettre là. On a le contrôle de population. On a donc ici, c'est principalement sur les cerfs de Virginie ou juste les cerfs en général. Dans le fond, c'est dans l'idée de diminuer les collisions phoniques avec cette espèce-là, qui, ben, on a vu qu'il y avait beaucoup de collisions avec les cerfs en général, puis c'est des collisions qui ont des gros impacts financiers et au niveau de la santé humaine. Donc, il y a vraiment un vouloir de diminuer ces collisions-là. Il y a différentes manières de contrôler leur population. On a l'abattage, la relocalisation ou le traitement anti-fertilité. Ça a des coûts très variables en fonction de la méthode de contrôle de population. Puis, ben, ça a une bonne réduction quand même de collision phonique avec ces traitements-là. Donc, on parle de 50% de réduction de collision phonique avec cette espèce-là. Mais malheureusement, ben, c'est un contrôle sur seulement une espèce. Donc, ça limite les collisions juste sur une espèce. Ça va pas aider le restant des espèces qui veulent traverser la route. Puis, cette espèce-là peut revenir à sa taille d'origine si on ne continue pas le traitement de contrôle de population. Ensuite, on a les clôtures fauniques. Donc ça, c'est beaucoup plus répandu, puis on en a au Québec. Donc, ça peut prendre différentes formes, puis s'adapter aux espèces. En haut à droite, on a des clôtures pour la grande et moyenne faune. Donc, il y a un maillage qui va être beaucoup plus large en haut pour empêcher la grande faune de passer. Puis en bas, ça va être un maillage beaucoup plus petit pour que les animaux qui pourraient passer dans le grand maillage ne puissent pas passer par le bas. Puis l'image d'en bas, c'est une clôture plus pour l'herpétofaune, les amphibiens, pour les empêcher de traverser la route. Donc évidemment, la moyenne et grande faune va pouvoir traverser ça, mais pour la petite faune, ça les empêche de traverser. Donc, c'est quand même assez efficace. C'est 54% de réduction de collision phonique, toutes espèces confondues, avec les clôtures en général. Le coût des clôtures est très variable. Ça dépend en fonction de la distance de clôture qu'on met et aussi des autres éléments de la route qu'on doit installer.
pour installer une clôture. Donc, les clôtures ont quand même quelques limitations. On parle de limitations sur la connectivité. Donc, si on fait seulement installer une clôture, ben, on va couper la connectivité d'un milieu, d'un côté de la route à l'autre parce qu'on va installer une barrière physique pour empêcher les animaux de passer. Donc, il faut nécessairement installer d'autres manières pour que les animaux puissent passer. Sinon, ben, les animaux vont juste avoir un bris de connectivité totale, à cet endroit-là. Puis, un autre effet, c'est l'effet de bout de clôture, où dans le fond, les animaux qui pourront pas passer par une autre manière à travers la clôture, ben, vont suivre la clôture jusqu'à sa fin et ensuite traverser la route à la fin de la clôture. Donc, quand on évalue ça, ben, il y a une diminution de collision phonique dans l'espace de la clôture, mais à l'extérieur de cet espace-là, on a une augmentation du nombre de collisions phoniques. Et ça, on appelle ça l'effet de bout de clôture parce que dans le fond, les collisions qu'on a sauvées dans le milieu de la clôture, ben, ils se retrouvent aux extrémités, là où les animaux ont finalement été capables de passer. Ensuite, un peu plus ma spécialité, donc les structures de passage phonique qu'on appelle Wildlife Crossing Structures en anglais. Donc, c'est souvent des structures qui vont être par-dessus la route ou sous la route, donc overpass et underpass. Puis, dans le fond, ces structures-là, il n'y a pas une efficacité pour réduire les collisions euh, phoniques. Donc, puis ça, c'est quand on a des structures sans clôture. Mais on va parler dans quelques diapositives de structures avec clôture, puis là, vous verrez qu'il y a une efficacité pour réduire les collisions phoniques, justement. Mais ces structures-là aident à réduire l'effet barrière. Donc, les animaux qui ne voudraient pas traverser la route ou qui auraient de la difficulté à traverser la route autrement, ben, peuvent emprunter ces structures-là pour la traverser et connecter les habitats. C'est sûr que ces structures-là, c'est des coûts très élevés. C'est quand même des structures assez importantes. Donc, c'est une des limitations. Puis, mais un des gros avantages, c'est que ça s'applique vraiment à une variété d'espèces. Donc, on peut parler de presque tout l'écosystème qui peut emprunter ces structures-là pour traverser la route. Ensuite, on a les structures de passage multi-usage. Donc, ça aussi, c'est moins commun, mais c'est des structures qui sont construites pour que les humains les utilisent et la fondent en même temps. Donc, ici, on a un passage pour les cyclistes et pour les animaux. Puis, dans le fond, le coût est moindre que s'il fallait construire deux structures séparées. Donc, on a un certain avantage financier à combiner les structures. Malheureusement, c'est que certaines espèces ne vont pas utiliser les structures lorsqu'il y a de l'utilisation par les humains. Donc, ça peut être approprié pour certaines espèces, mais il y a d'autres espèces qui ne vont pas utiliser cette structure-là à cause des humains, justement, sur la structure. Ensuite, on a les structures de passage existantes. Donc, ça, c'est ma spécialité. Ici, c'est une de mes structures dans les Laurentides sous la 117. Puis ça, c'est des structures qui sont déjà construites dans l'infrastructure ou déjà planifiées d'être construites dans l'infrastructure. Donc, on parle de pont, ponceau, viaduc, qui laissent généralement l'eau passer ou il y a parfois des chemins routiers ou autre chose qui doivent passer sous la grande route. Euh, le coût, ben, j'ai mis nul. C'est sûr qu'il y a un coût associé à n'importe quelle construction, mais c'est déjà prévu dans le budget d'infrastructure. Donc, on peut prendre avantage de ça déjà. Évidemment, c'est des structures qui sont très répandues. On a de l'eau partout. On a des besoins de traverser la route un peu partout. Donc, il y a vraiment, c'est mis systématiquement sur le réseau routier. Puis, une grosse limitation avec l'utilisation phonique de ces structures-là, c'est que parfois, ces structures-là, ben, évidemment, c'est conçu pour l'eau, c'est pas conçu pour la faune. Donc, elles peuvent être remplies d'eau de bord en bord et les espèces qui sont plus terrestres vont avoir de la misère à passer à travers ou ne vont juste pas passer au travers à cause de l'eau qui se passe là. Puis aussi, ben, évidemment, il y a des ponceaux qui sont d'un très petit diamètre, donc les espèces ne peuvent pas nécessairement passer à travers toutes les structures. Mais ici, à droite, ben, on a un large ponceau avec une grosse berge de sable, puis on voit vraiment une variété d'espèces qui traversent à travers là. Donc, c'est vraiment bon pour ces espèces-là d'avoir accès à cette structure-là pour traverser la route.
Puis, dans le fond, un des gros avantages de ces structures-là, c'est que justement, elles peuvent être aménagées pour aider la faune à mieux la traverser. Puis, c'est ça, ces aménagements-là, ben, ça peut se faire en cours de la vie de la structure ou lorsque la structure est reconstruite, on peut mettre des aménagements fauniques à plus faible coût que de construire une nouvelle structure entière pour juste la faune et pas la combinaison de la faune et l'eau dans ce cas-ci qui nous amène aux structures de passage existantes modifiées. Donc, le coût est quand même plus faible que construire une nouvelle structure de passage faunique. Puis ici, on a deux cas d'exemple. On a à Ivry, dans les Laurentides, une structure, dans le fond, c'était un ancien pont ferroviaire qui a été transformé en chemin cycliste. C'est le Petit Train du Nord. Puis cet endroit-là a été végétalisé pour permettre à la faune de passer au travers. Donc, il passe ici sous la 117, dans les Laurentides. Et en bas, on a un ponceau qui, quand la route 175 au nord de Québec a été passée de 2 voies à 4 voies, les ponceaux ont dû être reconstruits pour être capables de faire la distance des 4 voies. Puis lors de la reconstruction, ben, beaucoup d'entre eux ont été reconstruits avec des aménagements phoniques. Donc, il y a des pieds secs qui ont été ajoutés, il y a des tablettes qui ont été ajoutées. Puis ici, on voit un maman renard et bébé renard qui traversent sur une de ces tablettes-là à travers d'un ponceau, justement. Donc, c'est vraiment, ça pourrait vraiment être une force de construire, ben, quand on réaménage ces structures-là, de les aménager pour la faune, puis à terme, au fur et à mesure que les structures se font remplacer et modifier, ben, on peut obtenir un large réseau de structures qui peut accommoder la faune et le laisser passer à travers les routes. Euh, puis aussi, ces structures-là peuvent bonifier d'autres projets de mesures de mitigation. Donc, des projets qui ont des clôtures ou d'autres structures de passage faunique, mais à plus faible coût que de construire une nouvelle structure de passage faunique. Ensuite, pour, dans le fond, notre dernière mesure, mais en fait, c'est une combinaison de mesures. Il y a une grande variété de combinaisons de mesures, mais ici, je vous en présente deux. Donc, on a les clôtures phoniques et les structures phoniques qui peuvent être combinées ensemble et obtenir une meilleure réduction de mortalité, une meilleure connectivité que juste une des mesures par elle-même. Donc, 83 de réduction de mortalité routière avec les grands mammifères. Puis, la combinaison de ces mesures-là, justement, diminue l'effet barrière parce que les animaux peuvent, donc, sont empêchés d'être sur la route, mais peuvent emprunter les structures phoniques pour traverser la route de manière sécuritaire. On a aussi les clôtures avec les systèmes de détection d'animaux. Donc, plutôt, je vous parlais de l'effet bout de clôture où l'animal va suivre la clôture, traverser à la fin. Ben, ces systèmes de détection-là d'animaux vont être mis au bout des clôtures et vont dans le fond, détecter quand l'animal arrive au bout de la clôture, avertir les automobilistes qui vont savoir un peu plus qu'il y a un animal là et s'assurer de- être un peu plus conscient du fait qu'un animal peut traverser. Donc, ça peut réduire l'effet de bout de clôture en ajoutant ce système-là. Puis, plus tôt, je vous avais parlé du coût de la mortalité routière et du coût un peu des systèmes, des mesures de mitigation. Puis, dans le fond, ben, les coûts peuvent être comparés entre eux. On peut faire des analyses de coûts-bénéfices. Donc, on est capable de mesurer en installant une certaine mesure et en voyant que ça a un effet sur la réduction de la mortalité routière ben, combien d'argent est-ce qu'on sauve, puis est-ce que ça rentabilise l'installation de la mesure. Donc, on voit qu'il y a des seuils de rentabilité possibles, il y a des coûts par pourcentage de réduction de mortalité routière, donc ça peut devenir intéressant, puis au final, on peut sauver de l'argent au niveau de la société en installant des mesures de mitigation et en empêchant justement ces mortalités routières-là. Ensuite, pour ma dernière partie, ça va être les projets québécois de mitigation. Donc, ici, je vais faire une longue liste non exhaustive de projets, mais je vais parler de différents projets qui ont fait de la mitigation et d'autres projets qui font plus de la recherche. Moi, en ce moment, je suis plus en recherche, donc c'est pour ça que je vous en parle.
Donc, on a le projet de la route 175, donc entre Québec et Saguenay. On a donc 33 structures qui ont été réaménagées quand la route a été élargie de 2 à 4 voies. Puis, en même temps de le- la reconstruction de ces structures-là avec l'aménagement fourni, ben, il y a des clôtures de 100 mètres qui ont été installées de part et d'autre de ces structures-là. Puis, il y a des caméras phoniques qui ont été installées dans ces ponceaux-là et on a évalué donc les espèces qui sont passées au travers. Donc, on a vu que l'utilisation est très variable par espèce. Puis, ben, dans le fond, il y a des espèces qui utilisent beaucoup ces structures-là, puis il y a des espèces qui les utilisent très peu. Donc, on a par exemple les ratons laveurs, pas les ratons laveurs, excusez, les porcs-épics, mais les ratons laveurs en général, c'est ceux qui utilisent le plus ces structures-là. Les porcs-épics, on a seulement vu 10 porcs-épics qui sont passés dans ces structures-là durant le temps de l'évaluation, ce qui est très faible comparé à d'autres espèces. Puis, il y a eu des analyses de mortalité routière qui ont été faites sur cette route-là et l'espèce qui était la plus euh, qui était la plus vue, dans le fond, c'était les porcs-épics et ça représentait comme plus de 40% de la mortalité routière de la petite et moyenne faune sur cette route-là. Donc, on voit que les ponceaux combinés avec la clôture, c'était pas nécessairement la manière la plus efficace de réduire la mortalité routière avec les porcs-épics. Mais un des gros points que les études ont montré, c'est que en fait, ça prendrait probablement des clôtures beaucoup plus longues parce que 100 mètres juste de part et d'autre, ben, beaucoup d'animaux vont juste faire le contour et justement se retrouver en effet bout de clôture sur la route et ensuite se faire tuer de cette manière-là. Au Québec, on a d'autres projets de mitigation. Donc, on a eu en fait l'autoroute 85 qui est en cours de construction en ce moment. Donc, on passe de 2 à 4 voies. Ça se passe dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, on est content que Horizon Nature Bas-Saint-Laurent fait partie de ce projet-là. Donc, il y a 31 passages fournis qui devraient être ajoutés lors de l'élargissement de cette autoroute-là. Puis, on a l'autoroute 73 où il y a 21 km de clôture qui ont été ajoutés. Je pense aussi durant l'élargissement de 2 à 4 voies de cette autoroute-là. Puis, il y a eu des structures de passage fournies qui ont été ajoutées en même temps. Donc, c'est bien de voir des projets de mitigation et d'installation de clôture et de structures de passage phonique, mais en même temps, le fait que ces routes-là soient élargies, ben, ça augmente aussi l'effet barrière et ça a des gros impacts sur la faune. Puis, même si on mitigue ces impacts-là par les projets de mitigation, ben, c'est pas nécessairement, ça n'annule pas les impacts de l'élargissement de la route. Ensuite, sur l'autoroute 10, donc un peu plus familier pour moi, on a 13 ponceaux qui ont été évalués par Benjamin Brunen il y a plusieurs années de ça. Donc, il a installé des caméras phoniques sur 13 ponceaux et a vu que plusieurs animaux les utilisaient déjà. Donc, ça, c'est vraiment des structures de passage existantes. Ça n'a pas été modifié pour les animaux, ça n'a pas été conçu pour les animaux. Mais ça a quand même été utilisé par principalement beaucoup de ratons laveurs et quelques autres chevreuils et visons pour passer à travers ces structures-là sous l'autoroute 10. Donc, les conclusions principales, c'est que dans le fond, les espèces très tolérantes à l'eau étaient capables de passer à travers ces ponceaux-là, mais très peu d'espèces autres. Et donc, c'était pas convenable pour les espèces qui sont moins tolérantes à l'eau. Puis aussi, il a testé les ponceaux en polyéthylène, en métal et en béton. Il a vu que le polyéthylène, c'était vraiment dissuasif comme matériel pour que les animaux puissent passer. Il a utilisé aussi des boîtes à pistes pour voir les espèces dans le milieu environnant, ainsi que des caméras dans les ponceaux pour voir quelles espèces passaient. Puis c'est un peu la technologie que moi j'utilise dans ma maîtrise. Ensuite, pour continuer sur l'autoroute 10, ici j'ai participé à cette étude-là. Donc, il y a 9 sites qui ont été analysés, plusieurs ponceaux, un passage routier, 2 passages ferroviaires. Puis, des caméras ont été installées là pour, je pense que c'est plus d'un an et demi ou 2 ans.
Et on a analysé quand même beaucoup d'espèces qui ont réussi à utiliser ces structures-là. Donc, on s'entend que c'était pas juste des ponceaux, c'était aussi des structures où il n'y avait pas vraiment d'eau. Puis, c'est ça, il y a eu une variété d'espèces qui ont réussi à les utiliser pour passer à travers ces structures-là et passer à travers l'autoroute 10. La conclusion principale de notre étude, ça a été qu'il y a des espèces qui sont très tolérantes aux activités humaines et il y a des espèces qui sont très peu tolérantes aux activités humaines. Donc, en ayant des passages ferroviaires et un passage routier, ben, dans le fond, ça pouvait être très dissuasif pour que les animaux les empruntent puis passent à travers la route de cette manière-là. Donc, c'est ça, on a réussi à établir une liste d'espèces qui sont plus tolérantes lorsqu'il y a l'utilisation humaine de la structure et d'autres espèces qui le sont moins et qui doivent avoir des structures où l'utilisation humaine est beaucoup plus limitée pour pouvoir les emprunter. Sur l'autoroute 10, on a la continuation de la collecte de données. Donc, il y a plusieurs structures qui sont encore évaluées par caméra phonique. Donc, ici à droite, on a l'exemple d'un lynx roux qui a été vu dans un ponceau sous l'autoroute 10 près de Magog. Puis, en fait, en haut à droite, on a eu l'installation d'une tablette dans ce ponceau-là. Et on a vu différentes espèces comme des ratons laveurs qui sont passés sur cette tablette-là. Donc, c'est encourageant pour l'autoroute 10 d'avoir eu un petit aménagement phonique comme ça. Puis, on a des recherches en cours dans mon laboratoire de recherche sur l'influence des ratons laveurs sur l'utilisation des structures par d'autres espèces parce que on a vu que les ratons laveurs, c'est l'espèce qui utilise le plus les structures. Donc, on veut voir est-ce qu'il y a de l'interaction des espèces à ce niveau-là. Puis, on a aussi eu des analyses de relevés de mortalité routière sur l'autoroute 10 et la route 112 dans les cantons de l'Est. Enfin, on arrive à mon projet de maîtrise sur la connectivité dans les Laurentides et les structures de passage existantes. Donc, à gauche, vous avez une image satellite des Laurentides ainsi que la route 117 en orange et l'autoroute 15 en rouge. Donc, dans le fond, si vous prenez la route de Montréal pour vous rendre dans Mont-Tremblant, vous allez passer sur mes sites de recherche. Dans le milieu, on a les corridors écologiques cartographiés par Éco-corridor Laurentien. Donc, en turquoise, c'est les noyaux de conservation. Puis, dans les différents tons de vert, ça va être les différents corridors pour se rendre d'un milieu à l'autre. Puis, on voit vraiment bien qu'en orange et en rouge, on a les deux routes qui passent et qui coupent beaucoup de ces corridors-là et qui empêchent la connectivité entre les noyaux de conservation. Et à droite, finalement, on a mes 10 sites de recherche que j'ai vraiment éparpillés dans les Laurentides. Puis ils sont tous, c'est ça, situés sous la 117 ou sous l'autoroute 15. Donc, on va voir ça juste ici. On a au total deux ponts, un ancien passage pour vaches, qui, dans le fond, plus utilisé aujourd'hui, mais qui sert un peu comme un ponceau, et 7 ponceaux. Donc, ça fait ma représentativité de structure. Ça, j'ai passé 17 mois à les évaluer avec des caméras. Puis on vient de finir ça comme la semaine passée. Puis j'ai aussi installé des boîtes à pistes. On les a vues un peu plus tôt, mais dans le fond, c'est des boîtes où il y a un leurre qui attire les animaux. Puis ils vont marcher sur de la peinture qu'on met et du papier. Puis dans le fond, laisser leurs empreintes. Nous, on peut faire des relevés d'empreintes et savoir quelles espèces passent là par la suite. Puis ça, on les a mis à l'extérieur des structures, dans la forêt, dans le milieu environnant pour comprendre c'est quoi les espèces dans le milieu environnant et comparer ça aux espèces dans mes ponceaux que je vois par mes caméras. Donc, ici, des photos mignonnes de mes animaux. J'ai vraiment une grande diversité d'espèces, donc je suis assez contente de voir que mes caméras fonctionnent. Puis ici, j'ai dans le fond les espèces qu'on a vues à ce point-ci. On a peut-être le quart des photos qui ont été évaluées, donc pas la totalité encore. Ça va prendre un gros travail de passer à travers ces photos-là. Mais on a quand même un aperçu de ce que ça va être une fois que toutes les photos vont être évaluées. Donc on voit nous aussi que c'est des ratons laveurs principalement qui utilisent mes structures, suivies d'écureuils, marmottes, cerfs de Virginie et autres espèces comme ça. Puis on voit, tu sais, plus de 1300 passages ou 1300 animaux qui ont été vus dans mes ponceaux. Donc, il y a quand même beaucoup de faune qui se retrouve dans ce milieu-là. Et ici, on a 311 passages confirmés. Donc, des caméras à chaque extrémité de mes ponceaux ont pu voir les animaux et les voir traverser. Donc,
bien de les voir passer de manière sécuritaire sous les routes. Mais en regardant les espèces, en fait, je me suis posé une question qui est où sont les grands mammifères? Parce que dans le fond, dans la photo que je vous ai montrée de l'autoroute 10, on a vu un lynx-roux dans un ponceau. Mais moi, à date, j'ai vu aucun animal de grands mammifères. Et donc, on se demande, est-ce qu'ils sont proches des routes? Est-ce qu'ils passent sur les routes? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Pourquoi est-ce que c'est différent dans les Laurentides par rapport au canton de l'Est au niveau des grands mammifères? Donc, je n'ai pas de réponse à ça, mais on va voir peut-être un jour. Puis finalement, cet automne, j'ai appris qu'il y aura l'élargissement de la route 117 un peu au nord euh, de mes sites de recherche et qu'il y aura des structures fauniques qui vont être installées. Donc, c'est encourageant de voir des aménagements fauniques là-bas. Mais c'est ça, c'est un peu à l'extérieur de ma zone de recherche, donc c'est un peu triste pour moi de ne pas pouvoir participer à ça. Puis, je voudrais vous faire retenir quelque chose, quelques points pour aujourd'hui. Donc, on a des mesures de mitigation qui sont principalement associées à la construction ou à la reconstruction d'autoroutes au Québec. Donc, c'est bien d'en voir dans les nouveaux projets, mais il n'y a pas vraiment de mesures de mitigation dans les routes existantes qui devraient aussi également être mitiguées parce que, évidemment, elles ont déjà des impacts sur la faune. Puis au Québec, ben, c'est ça, on a quelques projets de mesures de mitigation, mais il y a ailleurs dans le monde où ça se produit de manière beaucoup plus systématique. Puis pour vous donner un exemple, ben, on n'a pas de pont phonique au Québec, ce qui est une mesure quand même assez répandue. Donc aujourd'hui, dans ma présentation et en recherche en général et dans les mesures de mitigation, on priorise souvent les mammifères, mais les autres espèces sont également importantes. Puis, je vous ai présenté une grande variété de mesures de mitigation qui s'adaptent au budget, au contexte local, aux espèces. Il y en a d'autres, évidemment. Donc, ça peut vraiment se modifier en fonction de la situation. Et finalement, les impacts des routes se font ressentir dans tout l'écosystème, pas juste à côté des routes. Donc, voici mes sources et j'aimerais ça remercier le RMN de m'avoir invité, mon professeur Dr. Yeager, tout son laboratoire, les bénévoles qui ont contribué à ma recherche et les organismes qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Donc, Éco-Corridor Laurentien, l'Université Concordia, la Fondation Éco et MyTax. Merci beaucoup. Merci Valérie. Je vois qu'il y a déjà des questions d'entrer dans la votre question-réponse, donc je vais tout de suite les enchaîner. Euh, Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle pour trier les photos des caméras? Oui, donc moi j'utilise un logiciel qui c'est ça, ça s'appelle Timelapse. Ça, c'est un logiciel pour passer à travers les photos, puis dans le fond, taguer les photos. Donc, tu vois une photo, tu vas rentrer, ah, j'ai vu un chevreuil à telle heure, à tel jour, à tel endroit. Puis, avec ça, il y a un logiciel d'intelligence artificielle qui, j'oublie le nom exact, ah, ça s'appelle Mega Detector. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, dans le fond, ça a été développé, je pense, par l'Université de l'Alberta, puis c'est spécifiquement fait pour les images de caméras phoniques. Donc, moi, j'ai des gros problèmes où mes caméras vont détecter du gazon qui vole par le vent. Donc, ça va prendre des dizaines de milliers de photos de juste gazon. Mais peut-être qu'à travers ça, il y a 5 photos d'animaux. Donc, c'est vraiment une grosse comme tâche au niveau d'heures humaines de passer à travers ça. Mais en utilisant Megadetector, tu envoies les photos là-dedans, ça te ressort des fichiers. Puis là, tu peux juste demander un tri de me donner juste les photos avec les animaux dedans. C'est très efficace. On a fait des tests dans le fond, d'un assistant de recherche qui est passé à travers 10 000 photos versus le logiciel qui est passé à travers 10 000 photos. Puis ça m'a trouvé plus d'images que ce que mon assistant de recherche a trouvé pendant beaucoup moins de temps. Donc, c'est très efficace. Donc, time-lapse, time-lapse avec Mega Detector. Euh, Cherchez-le, vous allez le trouver sur Google facilement. Parfait, merci. Une prochaine question. Donc, à votre connaissance, les passages phoniques ont-ils un impact positif sur les déplacements de l'herpétofaune à l'échelle locale? Je suis moins donc spécialisée en herpétofaune, mais il y a des passages phoniques pour l'herpétofaune. Je suis sûre que ça a des bénéfices au niveau de la connectivité de ces espèces-là. Il faudra aller regarder les études spécifiques, il y en a, mais ça peut pas faire de mal, c'est clair, là, d'avoir des passages pour l'herpétofaune. Parfait. Puis on a une dernière question. Donc, est-ce que tu as eu la collaboration du MTMD pour utiliser leur structure?
Ça, c'est le ministère des Transports du Ouais, Québec. la Oui, MTQ, ouais. oui, oui. Fait que oui, j'ai eu la collaboration du MTQ. On a fait une demande de permis, puis dans le fond, on l'avait faite pour les cantons de l'Est, on l'avait faite pour l'autoroute 175, donc c'est comme un formulaire que nous, on réutilise. Puis j'ai eu ben, justement un permis pour être capable d'installer mes caméras dans leur structure. Parfait. Puis, il y a une autre question qui est rentrée. Est-ce qu'il faut toujours avoir de la lumière dans le passage? Non, pas nécessairement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de passages qui parfois sont très longs. Euh, on voit peut-être le bout, mais comme ça peut être plus de 100 mètres. Puis, les animaux passent quand même. Donc, il y a de la recherche par rapport à avoir de la lumière ou pas avoir de la lumière dans les passages. Moi, je veux dire que probablement qu'avoir de la lumière, ça aide, mais c'est pas nécessairement un bloqueur complet pour les animaux. On voit qu'il y en a beaucoup qui passent quand même quand il y a très peu de lumière et même la nuit, honnêtement. Parfait. Puis, bon, on va y aller pour peut-être une vraie dernière, à moins qu'il y en ait d'autres qui rentrent. J'ai peut-être manqué l'information, mais est-ce que la présentation PowerPoint va être disponible? Je pense que je ne l'ai pas mentionné. En fait, la présentation est enregistrée, puis ensuite, nous, on la publie sur la chaîne YouTube du Réseau de milieux naturels protégés. Donc, vous allez pouvoir aller écouter la présentation à nouveau et la partager à tous vos amis. Donc, ça conclut la présentation. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé au Midi Conservation. Merci à toi, Valérie, pour l'excellente présentation. Je vous invite vraiment à notre prochain Midi Conservation qui va porter sur un autre projet réalisé dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique. En fait, on va vous présenter la boîte à outils agricole. Donc, il y a un nouvel outil qui va vraiment aider les acteurs du milieu agricole à maintenir la connectivité dans leur milieu. Donc, le webinaire va avoir lieu le 31 janvier prochain et les inscriptions vont ouvrir en début janvier. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Valérie. Merci.